Sébastien le Prestre de Vauban voit le jour en mai 1633 dans une famille de forestiers issus de la petite noblesse bourguignonne. Stratège, économiste, inventeur, philosophe, Vauban est avant tout connu pour avoir été le grand ingénieur militaire de Louis XIV. En 40 ans, il crée une trentaine de citadelles et en remanie plus de 130 à travers toute la France. Nous allons vous emmener respirer l'air de 4 d'entre elles et faire connaissance avec ceux qui les font vivre. À Besançon, Anne-Laure nous conduit dans le dédale des souterrains qui courent sous la citadelle. Elle retrouve ensuite Séverin, chef de chantier, sur les remparts. Ils évoqueront pour nous la rénovation de la place forte, classée depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ces mêmes pierres qui ont servi à la construction du chantier. Oui. Mesdames, messieurs, bonjour. Enfin, c'est à bord du Vauban, la navette fluviale qu'elle pilote, que Nadine nous expliquera sa vision de l'architecte, grand humaniste. Le type d'architecture que Vauban a instauré dans Besançon. À Belfort, la cité rugissante, les anciennes tours bastionnées servent d'écrin aux œuvres chatoyantes du musée des Beaux-Arts. À Arras, l'ancienne capitale artésienne, Philippe, le photographe des airs, et Alexandre, son complice historien et apiculteur, nous livreront les secrets de celle que l'on nomme la Belle Inutile. Enfin, à Neuf-Brisac, en terre alsacienne, Monsieur de Vauban en personne, ou presque, nous racontera l'histoire de son chef-d'œuvre. Bonjour. Mais commençons notre périple par Besançon. La citadelle, achevée par Vauban en 1693 après 20 ans de travaux, aurait coûté si cher au trésor royal que Louis XIV aurait demandé si elle n'avait pas été construite en or. Classé depuis 2008 avec 12 autres sites de Vauban au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site est aujourd'hui le plus visité de Franche-Comté. Anne-Laure Charles est guide conférencière. Avec son ami Séverin, le chef de chantier, elle arpente le vertigineux rempart ouest en aplomb du Doubs. Alors, remarques-tu comme M. Vauban était pragmatique pour sa façon de s'adapter aux rochers, au relief de la pierre. Là, ça se voit bien, oui. Les remparts de la place forte épousent les formes de la colline, notre colline qui fait 120 mètres de haut. C'est quand même vertigineux. Effectivement. La citadelle a été opérationnelle au début du XVIIIe siècle. La place forte sert à protéger les frontières, à dissuader l'ennemi d'attaquer, à loger des troupes. Vauban était plus un homme de dissuasion qu'un guerrier. C'est un homme de guerre, mais qui fait tout pour empêcher les guerres. Son côté humain peut se lire à travers les matériaux utilisés. Là, tout au long de notre chemin de ronde, un bourrelet de briques nous suit. La brique n'éclate pas comme la pierre, hein, le calcaire de notre colline que tu connais bien. Ce calcaire est très dangereux puisque l'artillerie tire des boulets métalliques. La brique sera nettement moins dangereuse pour les troupes. La sueur épargne le sang, disait l'architecte du roi. À Besançon, Vauban conçoit son système de défense en édifiant côté ville 2 lignes de front. La première, le front Saint-Étienne, est protégée par un bastion avancé appelé demi-lune, un fossé et un pont-levis. Un grand espace de près de 300 mètres sépare cette ligne du deuxième front, le front royal. Cet espace, appelé glacis, oblige l'ennemi à progresser à découvert. Dans le souci de préserver ses hommes, il creuse un souterrain sous ce glacis. Nous retrouvons Anne-Laure à l'entrée du tunnel, appelé Communication 110. La galerie relie les 2 fronts et permet en cas d'attaque une circulation et un repli optimal des soldats en les protégeant du feu ennemi. À la fin du XVIIe siècle, la citadelle compte une garnison d'environ 400 hommes. L'espérance de vie moyenne n'est que de 30 ans pour un soldat de Louis XIV. C'est à la sortie du front royal que nous retrouvons Séverin et Anne-Laure. Séverin fréquente la citadelle depuis sa tendre enfance
et après avoir œuvré à la restauration des salines d'Arc et Senon, il s'affaire désormais à rendre son lustre aux fortifications de Besançon. La rénovation du bastion sur lequel il travaille avec son équipe prendra près d'1 an et demi. La citadelle de Vauban a été construite sur une colline de pierre. Ce sont Voilà. ces mêmes pierres qui ont servi à la construction du chantier. Oui. Donc en majeure partie, les pierres sont dans quel état 3 siècles après? Ben, la pierre, tout ce qui est vraiment à l'eau exposé au vent, était Très endommagé. très endommagé. On a remplacé 80% sur certaines faces et les faces qui sont abritées, on est passé à 30%. Donc là, c'est la première étape quand vous restaurez un ouvrage. C'est déjà un état des lieux. On fait un relevé à l'identique des pierres de construction, toutes les mêmes cotes, les mêmes dimensions. Elles sont posées exactement au même endroit qu'elles étaient il y a 3 siècles. Et là, c'est la partie là-dessus, donc c'était un peu altéré. Donc nous avons créé une poutre en béton qu'on a retaillée façon rocher. Donc c'est ce niveau qu'on voit là. Voilà. Juste ici. Et nous avons mis toutes les pierres neuves et nous avons conservé quelques pierres anciennes avec les marques de bossage des tailleurs de pierre. Si Vauban le bâtisseur est connu, on sait moins que durant sa carrière militaire, il dirigea 48 sièges, tous victorieux. Il fut d'ailleurs blessé 8 fois sur un champ de bataille. Ville assiégée par Vauban, ville prise. Ville fortifiée par Vauban, ville imprenable, disait la légende. L'ingénieur utilisait son expérience d'assaillant pour parfaire ce système de défense. La citadelle de Besançon a d'abord été prise en 1674 par Vauban, avant d'être refortifiée par ses soins quelques années plus tard. Dans la dernière ligne de défense de la citadelle, les soldats du roi ont laissé place à de singuliers locataires. Vauban s'étonnerait sans doute de rencontrer au cœur de son ouvrage lions, tigres de Sibérie, gibbons ou flamants roses. Depuis 50 ans, le jardin zoologique abrite une 60aine d'espèces d'animaux, dont les 3/4 sont menacés ou en voie de disparition. Descendue de son éperon rocheux, nous retrouvons Anne-Laure sur les rives du Doubs. Elle embarque à bord de la navette Le Vauban pour une promenade bucolique en compagnie de Nadine, la capitaine. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Vauban. Alors à partir d'ici, vous avez un très joli point de vue sur la citadelle de Besançon qui domine l'eau là-haut de plus de 100 mètres, ces falaises. Citadelle étendue sur une superficie de 11 hectares et que je vous invite à visiter sans plus tarder. C'est le côté agréable dans notre promenade, c'est que les gens ont vraiment un point de vue original qu'ils n'ont pas quand ils sont là-haut. En haut, ils voient toute la ville. Là, du bateau, on voit cette face-là. Après, quand on fait l'autre tour, on passe de l'autre côté. Sur la rive gauche et la rive droite aussi, puisque Vauban a fortifié les 195 hectares de la ville. Ouais. Et puis, ce qu'on essaie de faire partager un petit peu aux gens qui viennent vers nous, c'est que déjà, Vauban, on le trouve partout en France. Quel que soit presque l'endroit, si vous faites les côtes françaises, vous avez des œuvres de Vauban, soit des travaux partant de zéro, soit des fortifications de certaines villes. Donc un peu partout en France, il y a Vauban. Et puis moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté humain de cet homme-là. Enfin, on parle toujours des fortifications, donc ça a un côté très solide, la pierre, bien sûr. Mais l'homme est intéressant, je trouve aussi. L'homme est au cœur. Ses voyages, il est allé partout. Et aujourd'hui, c'est facile de faire des kilomètres toute l'année. À son époque, je trouve que il faisait énormément, des milliers de kilomètres tous les ans pour aller d'un point à un autre. Donc c'est un homme qui était sur les routes, qui était au contact des gens et qui ne s'est pas contenté d'être un courtisan de Louis XIV. Moi, j'avais bien aimé ce côté-là. Loin de là. Donc là, la Saône, le Rhône, la Méditerranée au bout du chemin. Lille, Briançon, Marseille, Perpignan, Rochefort, Saint-Martin-de-Ré, Brest, Belle-Île-en-Mer et jusqu'à Maastricht, voyageurs insatiables,
Vauban supervisait souvent simultanément la construction de sites très distants les uns des autres. À Belfort, c'est à partir de 1687 que Vauban initie la fortification de la ville. Il s'agit alors de conforter la cité dans son rôle de verrou du passage vers l'Alsace et le Saint-Empire. N'est-ce pas un peu grâce à notre fameux ingénieur que les Belfortins doivent d'être restés français en 1871 ? La résistance héroïque des habitants repliés au sein du château fit que la ville ne tomba jamais aux mains des troupes prussiennes. Ainsi, Belfort fut détaché de l'Alsace et devint le 90e département français. Aujourd'hui, certaines tours bastionnées de la ville ont trouvé un nouvel usage, la mise en valeur d'œuvres contemporaines. Pour le plaisir des yeux, allons faire un tour au Musée des Beaux-Arts, où l'art de la construction militaire a su se mêler au regard des artistes dont les œuvres se trouvent là exposées. Notre voyage dans la constellation des étoiles de Vauban nous conduit à Arras, une des premières citadelles conçues par l'ingénieur en 1668. C'est en effet l'année précédente, non loin de là, pendant le siège de Lille, que le roi Soleil fait la connaissance de l'architecte, alors ingénieur anonyme au service de ses armées. La fougue, l'inventivité et le dévouement de Sébastien le Prestre de Vauban persuadent le roi de lui confier des tâches ambitieuses. C'est au pied de la citadelle, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous retrouvons Philippe Frutier, photographe aérien. Là, Philippe, tu constates, cette brique qui est utilisée pour la citadelle, c'est aussi une des caractéristiques. On trouve ce matériau qui est typique de la région Nord-Pas-de-Calais dans cette citadelle, alors qu'on va trouver des citadelles beaucoup plus en pierre dès qu'on s'éloigne vers le sud de la France. Bien sûr. Ça a bien tenu, la brique est restée c'est durable. D'origine et ça restait parfaitement en état. La citadelle est construite en seulement 4 années. Les travaux sont directement supervisés par Vauban, qui demande le doublement de la garnison afin que les soldats puissent renforcer le contingent d'ouvriers. L'achèvement de la place en 1672 donne alors lieu à une cérémonie fastueuse. Philippe, nous voici dans cette très belle citadelle d'Arras qui fait partie donc du pré-carré de Vauban. Cette ligne de démarcation qui devait protéger le royaume de France à la frontière du nord, créant 2 lignes dont Arras faisait partie à l'arrière. Citadelle qui est un exemple typique des citadelles de plaine, une des plus belles citadelles qui a été bâtie par Vauban. Par contre, très importante particularité, cette citadelle n'était pas intégralement faite pour défendre la population. Puisqu'en 1640, quand Louis XIV reprend la ville, les Aragois sont très attachés aux Espagnols et en fait on se rend compte que cette citadelle a plutôt été faite pour contrôler et surveiller la population que pour la protéger d'envahisseurs espagnols. Alors du coup, est-ce qu'elle a été assiégée par les Aragois ou... C'est aussi une de ses particularités en fait, cette citadelle, elle n'a jamais été assiégée et donc elle a trouvé son surnom futur qui a été celle de la Belle Inutile. La Belle Inutile. Elle n'a jamais été assiégée. D'accord. Au cœur des villes citadelles du XVIIe siècle, la chapelle de garnison tient une place importante. N'oublions pas que la religion est alors le garant suprême de l'autorité du roi. Philippe, voilà cette très belle chapelle Saint-Louis, qui est vraiment très particulier. Donc on a, déjà si tu regardes la façade, on a une façade, donc un pignon à volute. Donc c'est le style baroque flamand qu'on va retrouver très souvent dans la région. Alors si on regarde un petit peu la structure, on va avoir notamment donc, Louis XIV et Napoléon III qu'on voit plus trop à droite, qui se font face avec leurs armes respectives à gauche et à droite, simplement parce que Louis XIV c'est le bienfaiteur qui a fondé et qui a créé cette chapelle, Saint-Louis.
Et en face de lui, Napoléon III qui a restauré cette chapelle en 1867, à un moment où la chapelle était dans un état assez délabré. D'accord. Donc tous ces deux personnages sont célébrés. Alors historiquement, il y avait une statue de Saint-Louis au milieu qui a disparu. D'accord. Philippe a pour passion de photographier sa région depuis le ciel. Il convie Alexandre à un baptême de l'air en ULM. Voilà, on y arrive. Ouais, on a une belle vue sur la citadelle. Voilà, là, j'ai une très très belle vue sur la citadelle. Bah, je te laisse découvrir. Ouais, où on aperçoit bien les remparts, les bastions, les demi-lunes même parfois. Ouais. Ah, impressionnant. On voit vraiment bien la structure. Donc un premier triangle et un deuxième triangle qu'on aperçoit là. Ça, c'est les murs de fortification D'accord. qui protégeaient la citadelle. Il y avait combien d'enceintes en fait? Il y en avait 5. 5 enceintes. C'est vrai que voir cette citadelle qui nous paraît immense quand on y est, elle paraît assez frêle, assez petite, très verte. C'est vrai que le vert, le naturel là, apparaît clairement. C'est un poumon vert, une trame verte et bleue dans la ville qui est impressionnante. Vraiment. Donc tu vois ici on a vraiment on voit ce que ça signifie qu'elle était face à la ville. Ouais. On voit clairement qu'elle sert à surveiller la ville. Bon et voilà. Génial. C'est simple hein. C'est génial. Tu veux essayer? Ah non. Plus tard, peut-être. Là non. Échange de bons procédés, c'est maintenant à Alexandre d'initier Philippe à sa passion, l'apiculture. Amoureux de la citadelle, il a en effet installé sa mielerie dans une ancienne poudrière de la place Forte. Un cadre verdoyant, proche de la ville, idéal selon lui pour élever des abeilles dans le respect de la biodiversité. Doucement. Et bien, la reine, elle est ici. Avec son oui, point petit rouge. point rouge. Elle est juste ici. Ah ouais, Donc, elle est beaucoup plus grosse. On met un petit point rouge, un petit point de couleur à la reine, en fait, pour symboliser l'année de naissance de cette reine. Donc le point rouge, c'est pour l'année 2013. Donc c'est une reine qui est née cette année. Ici, c'est un cadre à bâtir, des cadres à jambage. Donc là, elles sont en train. Vous voyez les abeilles qui se font la courte échelle, ou un petit échafaudage. Elles sont en train de bâtir la cire. Ça, c'est un très jeune essaim que j'ai mis en circulation il y a 6 jours. Donc D'accord. Alors le matériau cire en fait, il vient de. c'est les glandes. C'est les glandes, des glandes cirières. sécrétion de l'abeille, d'accord. Qu'on a. La cérumen de nos oreilles, c'est de la production Ah oui, de c'est cire, ça. sauf qu'elle décide de produire la cire, alors que nous, c'est fait de manière. Donc là, Philippe, tu peux bien réenfumer. Ça s'agite un peu. Ouais. Nickel, elle bourdonne un peu. Philippe, je te propose de goûter la production du printemps, si t'es partant. Avant de se séparer, Alexandre et Philippe se rendent au fossé sud de la citadelle. Un haut lieu de mémoire, une page sombre de l'histoire arageoise. C'est vraiment le lieu le plus émouvant de la citadelle d'Arras, donc ce mur des fusillés où 218 jeunes, moins jeunes, ont été tués par la barbarie nazie. C'est une force incroyable. On voit cette grande muraille et ces arbres qui reprennent la vie. C'est le côté fort aussi des choses. Ouais. Hein. C'est la vie qui reprend le dessus. Quoi, en fait. Mais quand on regarde ces plaques, on se dit qu'il y a eu un tribut vraiment très très fort qui a été payé par les Polonais. On voit beaucoup de non-polonais. Et puis Parti communiste français aussi, bien sûr. Et tous les mineurs qui étaient en grève Ouais. passive, c'est vrai que c'est... Divion, Lens, Fouquier-les-Lens, Evin-Malmaison, voilà, c'est toutes des villes de la mine en fait. Hein.
Au firmament de l'œuvre de Vauban brille la citadelle de Neuf-Brisach. Cette ville, entièrement inventée et conçue par l'architecte, s'inscrit tout comme Arras et Besançon dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Posée en sentinelle sur la rive française du Rhin, face à la ville allemande de Breisach, elle protégeait le flanc est du royaume de France. Neuf-Brisach est le dernier ouvrage que Vauban verra achevé de son vivant, un chef-d'œuvre presque intact aujourd'hui. Bernard Domard, d'abord simple guide à la citadelle, a décidé il y a 5 ans de revêtir les habits et la personnalité de son maître à penser. Dans un espace-temps en suspension entre les siècles, il nous raconte l'histoire de ce lieu unique et méconnu. En 1638, Bernard de Saxe-Weimar, qui combat pour la couronne de France, va emporter le siège de Brisach, de l'autre côté du Rhin. Et en 1648, à la signature du traité de Westphalie, Brisach devient française. Et nous sommes très heureux de posséder cette place forte inestimable sur le Rhin pour verrouiller le passage aux Autrichiens. En 1697, à la signature du traité de Ryswick, eh bien, on doit rendre Brisach à l'Empire et on n'a plus de forteresse pour défendre la frontière du Rhin. Et c'est là où le roi va me demander de construire le nouveau Brisach qui nous reste aujourd'hui, cette belle forteresse de plaine en forme d'étoile. Des 3 plans proposés par son ingénieur pour la conception de cette forteresse, le roi Soleil choisira le plus ambitieux. L'architecte améliore encore son système de fortification, développant son dessin en étoile par un doublement des bastions avancés. L'assaillant est obligé d'attaquer à découvert dans des corridors étroits, à portée de mitraille des défenseurs de la place. Gauche, 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 gauche. Ici, nous sommes en plaine. Nous devons bâtir, concevoir une forteresse équitablement défendue sur tout son pourtour. Et comme nous sommes en plaine, c'est une forteresse enterrée, dissimulée à l'ennemi. C'est en cela que Neuf-Brisach va passer pour la forteresse la mieux défendue d'Europe, avec double rangée de fossés, double rangée d'ouvrages et 3 lignes de feu. Il n'a pas été possible de vérifier l'invulnérabilité de Neuf-Brisach, puisqu'elle ne sera jamais attaquée. Mais du vivant de Vauban, aucune de ces citadelles n'est jamais tombée. Nommé maréchal de France à 69 ans, l'ingénieur refusera toujours de rédiger le traité sur l'édification des places fortes que lui demandait le roi. L'art de fortifier ne réside pas dans des règles et des systèmes, disait-il, mais uniquement dans le bon sens et l'expérience. En revanche, sensible aux maux de ce pays sillonné en tous sens, il proposera une charte répartissant plus équitablement l'impôt royal. Il ne sera pas écouté mais gardera jusqu'au bout l'estime de son cher monarque. Ah, capitaine, je souhaiterais ardemment que le roi m'accorde de retourner dans ma campagne du Morvan, au château à Bazoches, pour y goûter cette fois une paisible retraite que je crois bien méritée. Soldats, mesdames, levons notre verre au roi et au peuple de France. Au roi. Vive le roi. Aujourd'hui encore, les moutons entretiennent les perspectives rectilignes et rases de votre ouvrage, monsieur de Vauban, perpétuant votre volonté. La modernité nous offre cependant un privilège dont vous auriez rêvé, celui de pouvoir admirer les étoiles que vous avez dessinées avec tant de minutie sur le sol, depuis le ciel.